Très bien, rebonjour. Donc, les présentations du projet PUMAT, donc, qui consiste à promouvoir une production locale par rapport à des importations saines par rapport évidemment aux pesticides de synthèse et idéalement rémunératrices pour les producteurs. Un projet exploratoire, à notre connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de projets, surtout sur le volet économique en Martinique. Alors, pour présenter rapidement le contexte, projet PUMAT ciblé sur la tomate. Pourquoi la tomate? Eh bien, parce qu'elle cristallise un certain nombre de problématiques qui sont communes à pas mal de produits agricoles. D'abord au niveau agronomique, avec les maladies du sol, les maladies de la plante et les ravageurs aériens. Et également des problématiques en sciences humaines et sociales au niveau économique. C'est un produit qui peut être transformé, donc qui peut rajouter de la valeur ajoutée. C'est également un légume-fruit qui est substituable, donc il peut être concurrencé par des tomates qui sont importées. Le contexte, et nous avons généralisé effectivement ce cas de la tomate au secteur maraîcher globalement en Martinique, qui rencontre peu ou prou à peu près les mêmes problématiques agricoles et économiques. Contrainte du maraîchage en Martinique, eh bien, la Martinique d'abord, c'est une région ultra-périphérique de l'Union européenne, donc on pouvait le constater dans la zone caribéenne, donc avec de grandes distances. 1000 km², un sixième de l'Hérault, c'est tout petit. Donc des problématiques spécifiques, mais aussi des problématiques communes à ce qu'on peut rencontrer évidemment en France continentale. Taux de couverture du marché en fruits et légumes en Martinique, 40 à 60%, le reste doit être importé, ce qui en soi n'est pas forcément une problématique particulière, mais ça peut le devenir dans des cas de crise majeure, comme des confinements, des blocages au niveau des ports, etc. Et un foncier qui est une contrainte, puisqu'une grande partie du foncier agricole en Martinique est dédié aux grandes cultures d'exportation. Et une gestion de l'enherbement qui peut représenter jusqu'à 70% du temps de travail dans certains cas. Et c'est la problématique centrale, une problématique très importante pour le maraîchage, qui est celui de la gestion de l'enherbement. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, qui date un peu, la Martinique se situe au même titre que la Guadeloupe, comme un bon élève en termes d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Et comme vous pouvez le voir également, l'usage d'herbicides n'est pas aussi important que cela, parce qu'il est compensé par une grande quantité de travail qui est fourni. Et élément quand même très important à signaler, contextuel, c'est vraiment le changement climatique. Vous reprenez cette publication avec les zones rouges, la zone Caraïbe est dans la zone rouge, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça a de gros impacts qui commencent déjà à arriver au niveau des cultures et notamment de la physiologie de certaines cultures. Peut-être que mon collègue Serge Simon, ici présent, pourra compléter le propos. Alors, objectif et caractère novateur du projet par rapport aux enjeux éco-phyto, il s'agit bien d'identifier des combinaisons de pratiques préventives co-construites avec les agriculteurs et qui répondent à la demande des consommateurs et aux exigences réglementaires de réduction des produits phytopharmaceutiques. Il s'agissait donc bien, pour ce projet qui était exploratoire, de combiner des compétences diverses, mais complémentaires, pour la réalisation d'une analyse globale multicritère et multi-échelle. Pour cela, nous sommes appuyés sur quelques documents de référence. Donc ici, évidemment, ce sont quelques-uns parmi d'autres. Le guide tropical, auquel a contribué notre collègue Fabrice Lebellec. La théorie standard de la sociologie rurale de l'innovation, qui quand même fournit un certain nombre d'indications très pertinentes. Et aussi des travaux réalisés par le CIRAD, justement, sur les relations entre les ressources, l'investissement et la productivité de la terre, avec des relations qui, comme vous pouvez le voir sur le schéma, ne sont pas forcément linéaire. Un consortium est partenaire du projet relativement classique, donc avec le CIRAD, l'INRAE, la Chambre d'agriculture, l'AFREDON, également l'Université des Antilles pour les enquêtes consommation, l'école de management également, l'école de management de Normandie, également pour les enquêtes de consommation, et puis une association, des instituts techniques et la DAF, et avec une petite mention de remerciement pour la DAF qui nous a accompagnés pour le montage et le pilotage des enquêtes de terrain qui ont été réalisées. Hypothèses et méthodologies mises en place. L'hypothèse globale, c'était vraiment de considérer
que l'agroécologie, que les innovations agroécologiques préventives pouvaient être un levier indirect à la réduction de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Ça, c'était la grande hypothèse. Plus spécifiquement, de considérer qu'un certain nombre de stratégies productives, et notamment par exemple la formation, la diversification, pouvaient contribuer à l'usage de pratiques agroécologiques, et donc indirectement à la réduction de la dépendance. Pareil pour les stratégies commerciales et pour les stratégies organisationnelles. Une démarche agronomique de co-conception a été réalisée lors du projet. La méthode d'évaluation contingente a été réalisée auprès des consommateurs pour essayer d'identifier leurs besoins et leurs préférences. Et une thèse de doctorat, la thèse de Camille Louise, qui a été soutenue le 19 novembre dernier, a travaillé justement sur les leviers productifs et commerciaux pour accompagner la transition agroécologique des économies insulaires. Et deux petites remarques. Nous avons eu la chance, avec un autre projet, financé par le ministère des Outre-mer, de pouvoir travailler sur la Guadeloupe également, donc sur le même questionnaire, et donc élargir la taille de l'échantillon, et ainsi d'obtenir un échantillon relativement important au niveau statistique. Et pour signaler également qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux îles, donc ce qui a permis justement de coupler les résultats au niveau de ce travail. Et enfin, pour terminer, représentativité statistique au niveau de la Martinique, c'est une originalité du projet, c'est-à-dire les résultats qui sortent sont représentatifs à l'échelle de l'île, compte tenu évidemment des différentes zones pédoclimatiques. Hypothèse et méthodologie mise en place au niveau des pratiques agroécologiques, donc comme cela a été dit, une approche de co-conception avec des successions culturelles, avec la tomate, un cadre de contraintes réalisé avec les producteurs en début de projet, qui ont permis d'identifier un certain nombre de pratiques avec leurs avantages et inconvénients, qui ont permis d'aboutir à des prototypes de combinaisons, idéalement privilégiant le préventif. Et donc avec des essais qui ont été réalisés et un tracking qui a été réalisé au cours du projet. Alors les difficultés, pas mal de difficultés qui ont été autant de défis à relever, et qui pour certains d'entre eux posent des questions de recherche. Donc le volet communication et de partage de la démarche de co-conception auprès des acteurs aurait pu être mieux anticipé pour consolider leur adhésion. Savoir que les agriculteurs sont souvent très sollicités sur ces petites îles. La fragilité financière de certaines structures de base publiques et privées peut entraver des stratégies à long terme. Quand une association n'est plus financée, l'association ne peut plus exercer son activité. Donc c'est un problème structurel. L'évolution des règles RGPD depuis 2021 a nécessité une adaptation de l'échantillonnage. C'est vrai qu'entre le début du projet et la fin du projet, les règles ont changé. L'accès aux bases de données pour faire un échantillonnage purement aléatoire n'était plus possible. Donc nous avons fait des échantillonnages par quota, par boule de neige, etc. Ce qui a résulté un petit biais au niveau de l'échantillonnage. Donc c'est toujours intéressant de le rappeler parce que quand même la donnée, pour la métrique, pour la représentativité, est quand même un élément assez important. Et enfin, l'analyse coût-bénéfice, malheureusement, a été partielle. Une analyse à coût partiel a été réalisée, mais pas une analyse coût-bénéfice à proprement parler, comme c'était demandé dans l'appel à proposition de recherche. Une autre analyse économique a été faite, mais dans le cadre d'un autre projet, mais dont les résultats sont encore confidentiels. Principaux résultats finaux, vous voyez ici un tableau avec les différentes techniques qui ont été proposées et co-construites avec les producteurs en fonction d'un certain nombre de bioagresseurs cibles qui concernent les filets anti-insectes, les plantes de service, les purins végétaux et les différentes catégories de paillage. Les contraintes à l'adoption de pratiques, elles sont intéressantes parce qu'elles sont relevées naturellement au niveau des essais et des approches agronomiques, mais elles rejoignent ce qu'on observe également au niveau des chaînes de valeur et des filières. Le problème, déjà qui est propre aux économies insulaires, particulièrement sensible à cela, c'est la fourniture et le service après-vente du matériel. Donc quand bien même une technique serait utilisée, la continuité du service n'est pas forcément assurée. Il peut y avoir des délais très longs. Le temps de préparation et de mise en œuvre est long. Répétition des applications de bioproduits. Le temps,
c'est de l'argent et c'est difficile à mesurer, mais c'est très important de le souligner. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler lors des échanges. Et manque d'accompagnement technique, passer d'un accompagnement clé en main à un accompagnement à la carte. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui revient dans les échanges, mais on parle beaucoup de formation, hein, du capital humain et des compétences et des connaissances. Donc c'est important de le mentionner. Une approche multi-échelle. Donc les premiers résultats ont montré que déjà que plus de la moitié des producteurs interrogés utilisent des produits phytopharmaceutiques. 28% n'en utilisent pas du tout, sachant que l'agriculture biologique ne concerne dans notre échantillon que 10% des agriculteurs. Donc pourquoi ce delta? C'est une question de recherche qu'on s'est posée. Nous avons aussi récupéré, c'est très intéressant pour des TRL supérieurs à 7, toutes les pratiques qui sont utilisées par les producteurs. Donc dans le cadre de ce projet exploratoire, c'est intéressant parce que ça nous permettrait, par une enquête panel qu'on espère faire dans les années qui viennent, voir un peu l'évolution de ces taux d'adoption, pourquoi ils ont de telles différences. Nous avons travaillé sur la classification d'une douzaine de pratiques agroécologiques, selon leur caractère, gestion de l'enherbement, etc. Nous avons inclus les engrais parce que c'est dans le périmètre, alors pas du projet, mais de la gestion des systèmes des producteurs. Fait un scoring pour essayer d'évaluer ce qui nous intéresse, un indicateur un peu d'intensification agroécologique des exploitations. C'est-à-dire, plus ils utilisent de techniques agroécologiques et moins ils utilisent de pesticides, ben mieux c'est et mieux est le score. Alors, les verrous de la prévention. La prévention nécessite un accompagnement renforcé, une reconnaissance institutionnelle, une capitalisation continue. Au niveau des résultats économétriques, hein, donc ce que je vais dire, c'est économétriquement significatif. La vente directe constitue une innovation de prévention facilitant la mise en place de pratiques agroécologiques préventives. Cependant, les préférences des consommateurs pour des tomates certifiées locales et sans pesticides dépendent de leur prix, qui est relativement élevé, et des revenus des consommateurs, donc pouvoir d'achat limité au niveau des citoyens. Par ailleurs, l'action collective structurée, en particulier au sein des organisations de producteurs, facilite la mise en place de pratiques agroécologiques préventives. Cependant, les stratégies de diversification productive et commerciale, en l'absence de contractualisation formelle, peuvent paradoxalement affaiblir la confiance entre acteurs et empêcher la constitution de dispositifs collectifs pérennes de prévention. Le droit, via le principe de précaution, opère comme un levier public de prévention évolutif, en fonction des conflits d'intérêts, en encadrant les usages agricoles à risque. Comment alors surmonter les conflits d'intérêts entre coalitions de parties prenantes pour déployer une prévention structurelle par la stabilisation des chaînes de valeur? Transfert, alors ça c'était les résultats qu'on a obtenus, maintenant on passe au transfert, donc auprès des producteurs, sur les sites d'essai, auprès des exploitations agricoles directement, auprès des centres de formation professionnels agricoles, journée porte ouverte auprès des lycéens, auprès des partenaires, ici la DAF, de l'université dans les conférences débats pour la restitution des résultats de l'enquête Conso. Un guide pratique a été produit, un petit reportage a été réalisé avec une plaquette correspondante. La presse a été impliquée et une présentation au réseau Défi, cellule nationale du réseau Défi a été présentée. Donc, petite définition, le principe de prévention vise à anticiper les risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement. Il s'inscrit dans un jeu d'équilibre dynamique où s'affrontent et se négocient des intérêts divergents. Donc, pour les implications, continuer ce travail qui a été initié avec le projet PUMAT, quantifier la réduction des interventions curatives et leurs impacts, maintenir et consolider les approches collectives, ce qui suppose le renforcement des structures de base en grande difficulté en matière de financement. Et ça, c'est la dernière diapo pour les perspectives. Donc, continuer à travailler vraiment sur la dimension quantitative, le rendement. Pourquoi? Parce que c'est contribuer à l'autonomie alimentaire. Continuer à travailler, à réfléchir sur les méthodes de scoring et sur les études à coût partiel qui ont été réalisées jusqu'à présent, en focalisant aussi les réflexions commerciales. Donc, on va travailler sur une bourse chiffre pour savoir comment concrètement on peut travailler sur une étude de cas précis. Et continuer les réflexions, notamment par les alliances, les Living Labs, pour travailler sur les réflexions entre concurrence, importation, dynamique réglementaire, avec deux axes, et j'en aurai terminé. Continuer d'analyser vraiment les taux d'adoption pour lesquels on a déjà des résultats, et commencer des réflexions vraiment sur la notion d'investissement avec les entreprises qui font partie des réseaux de partenaires. Et je vous remercie de votre attention.